Bienvenue à notre émission podcast sur Necof Radio où nous aborderons des sujets d'actualité brûlants. Tout d'abord, nous discuterons de la récente visite du président français Emmanuel Macron en République démocratique du Congo, en particulier de ses commentaires sur le conflit dans l'est du pays. Pour cela, nous avons l'honneur d'accueillir notre cher ami Yannick Mulonda, expert en relations internationales et spécialiste de la région des Grands Lacs. Ensuite, nous passerons à la célébration de la Journée internationale des femmes en discutant des avancées et les défis auxquels les femmes sont confrontées dans notre société actuelle. Nous sommes ravis donc d'avoir et l'honneur de recevoir Yannick Mulonda avec nous pour partager ses réflexions et ses opinions sur des sujets importants. Alors, on va commencer directement. D'abord, à vous saluant. Bonjour Yannick. Ah oui, bonjour. Merci beaucoup de votre invitation. Merci. Alors, tout d'abord, la première question. Quelle est l'importance de la visite du président français Emmanuel Macron à Kinshasa? L'importance, je ne saurais pas entrer carrément dans ce qui est au cœur, en profondeur par rapport à l'importance. Vous savez, chaque État a sa façon de promouvoir ses intérêts. Oui. La France, ou bien Macron plutôt, il sait pourquoi il s'est rendu au Congo. Mais nous, selon nos analyses, nous minimisons ça. Ce n'est pas différent de tenter au Congo. Pourquoi cette qualification de tenter au Congo? Au regard de ce qu'il est allé faire au Congo pendant son séjour et ailleurs, il n'y a rien d'apport. Il n'y a aucune valeur ajoutée sur le quotidien des Congolais, ni dans le long terme, ni dans le court terme. Mais il a parlé du plan de paix en vigueur pour l'Est de la République et le respect. Il a parlé du respect. Il appelle au respect. Voilà, en politique, il y a quelque chose que nous confondons. On peut parler d'une manière que on dit que oui, voilà, Macron savait ce que le peuple congolais voulait écouter. C'est-à-dire que c'est un discours de bonnes intentions. Si, carrément, il pouvait passer en tant que le chef de l'exécutif français, le président de la France, ils ont plus d'intérêt à défendre les Congos pour défendre la francophonie parce que c'est le premier pays francophone au monde maintenant. Au niveau de l'Union européenne, la France pouvait jouer un grand rôle dans son rôle d'élite avec l'Allemagne au niveau de l'Union européenne pour que le Congo ne soit pas victime de ce qu'il est aujourd'hui. La France siège au Conseil de sécurité. Que de venir donner ce discours, mieux vaudrait que les Congolais disent que c'est au Conseil de sécurité des Nations Unies, la France a pesé de son poids pour que l'on puisse traiter le cas rwandais avec toute la rigueur. Moi, je peux vous dire que tout ce que Macron a dit, c'était un bon discours qu'il savait que les Congolais voulaient écouter. C'était un discours de bonnes intentions. Mais c'est dans la question qui vient. Peut-être on peut toutefois le poser maintenant. Mais beaucoup de Congolais attendaient que Macron puisse condamner fermement, comme ils font avec la Russie et l'Ukraine. Il semblerait que beaucoup de Congolais sont déçus. Comment vous pensez? Les Congolais, leur colère, c'est une colère que j'appelle une colère condensée. Il est légitime, cette colère. De la sorte que, en 1991, lorsque Saddam Hussein avait envahi le Koweït, les États-Unis avaient organisé une correction sévère. C'est-à-dire que la coalition internationale pour aller réprimander les pays
assaillants. Oui. Quoi que ce soit la petitesse du Rwanda, dès qu'un pays trouve qu'il a des muscles pour envahir un autre pays 80 fois plus grand que lui, on doit le prendre au sérieux. Alors, c'est pour cela que j'ai dit que la colère condensée des Congolais, qui sont devenus radicalement énervés contre tout ce qui se passe dans leur pays, elle est justifiée, elle est, comment dirais-je, elle est sincère. Alors, d'après vous, pourquoi Emmanuel Macron a-t-il évité de condamner directement le Rwanda dans les conflits dans l'Est de la RDC? Pourquoi il a évité cette... Comme ses successeurs, je vais parler de Nicolas Sarkozy, qui est allé dire qu'on doit se partager les ressources de la frontière, les ressources qui sont au Congo. La France, c'est un pays qui n'a pas de position. Ok. Regardez comment le Rwanda a traîné la France dans la boue après les génocides des consorts. Et pour aller droit à votre question, la réponse est claire, elle est celle-ci. Mais paradoxalement, il condamne la Russie. Il condamne la Russie parce que on va se dire que les Congolais, nous devons quitter d'abord de notre monde parallèle. Il condamne la Russie, c'est parce qu'il y a les intérêts de la France qui sont menacés dans cette guerre que la Russie est en train de mener contre l'Ukraine. Kagame n'est pas condamné, la France ne condamne pas parce que les richesses du Congo que la France a besoin seront mieux protégées par le Rwanda que le Congo. Aujourd'hui, même si le Congo signe un contrat minier avec un multinational, une grande entreprise française, les Congolais vont signer, mais ne seront pas à mesure de protéger. Et la France sait que même si on signe, les minerais sont au Congo, mais le Rwanda va envoyer une rébellion pour aller tout détruire. C'est pour cela qu'ils sont doux avec les Rwandais. Ok. Voilà. Donc, la meilleure façon de protéger leurs intérêts. Voilà. Alors, ok. Alors, nous allons passer maintenant à notre deuxième sujet, qui est, nous savons que le 8 mars, c'était la journée de la femme. Mais il y a quand même, on a remarqué qu'on dirait qu'il y a certaines de femmes qui n'ont pas encore compris exactement cette journée. Et c'est pour ça que nous voulons parler de cela. Bien sûr, on a bien voulu qu'une femme soit là, mais vous, en tant que mari, donc vous allez peut-être être aussi la porte-parole de la femme parce que vous connaissez aussi la femme africaine. Alors, comment les Africaines qui vivent en Europe célèbrent-elles la journée de la femme le 8 mars? Comment ils célèbrent ça? Pas différente des Africaines qui sont au continent, qui sont en Afrique. En Afrique, comment cela? Il y a des façons de célébrer cette journée dans le milieu féminin. Il y a les femmes intellectuelles et qui comprennent, et ils sont très minoritaires, qui comprennent le vrai sens du 8 mars. Et d'autres femmes, pour ne pas les insulter, comment dirais-je, le contraire d'intellectuels, qui jusqu'à présent ne comprennent pas le vrai sens du 8 mars. Ok. Alors, d'abord, il y a ces deux parallèles. Comment en Afrique, en Afrique, la communauté africaine célèbre ça? Comment ça se passe en Afrique? La plupart, l'immense majorité dans la communauté africaine, on croit que il y a une couche qui croit que le 8 mars, c'est la journée qu'on doit acheter à sa femme une nouvelle pagne. Okay. Et c'est la seule journée qu'il faut gâter sa femme. C'est la seule journée qu'il faut seulement que la femme soit respectée ou bien quoi que ce soit. C'est la journée que les femmes doivent être heureuses plutôt, mais heureuses par rapport à quoi? Que de se poser la vraie question concernant la signification, l'origine et là où cette date nous amène. Ok, pour passer à la question suivante, est-ce que vous pouvez nous résumer exactement qu'est-ce qui s'est passé le 8 mars? Pourquoi cette date-là du 8 mars? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse célébrer la célébration de la femme le 8 mars? En résumé, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, la journée de la femme prend ses origines dans une contestation faite par les femmes. C'est en 1857, le 8 mars, un certain 8 mars, dans une usine. Les femmes travaillaient comme les hommes, mais la rémunération
les traitements étaient différents. Étaient différents plutôt. Ok. Alors, ces femmes étaient soumises à une brutalité des hommes par rapport à leurs revendications. Et puis, quelques années plus tard, c'est en 1910 que dans les archives, on doit dire quand même, avec l'évolution du monde aussi, on doit dire qu'on doit commencer à célébrer la journée de cette femme, commémorer la journée des femmes qui étaient assassinées juste pour avoir revendiqué une certaine égalité des salaires. Et ça deviendra un grand sujet dans le monde du féminisme. Et c'est peut-être là que je voulais, pour qu'on puisse un peu expliquer qu'est-ce qu'on veut de la date du 8 mars, pour essayer un peu de fumiguer les auditeurs de Radio Nekof à bien comprendre le vrai sens du mot. Qu'est-ce qu'on célèbre justement? Les femmes qui étaient les pionnières de cette date sont déjà parties et n'ont même pas laissé un testament comme quoi on va leur célébrer. Mais le monde voulait maintenant mettre la femme à sa place, la femme au rendez-vous. C'est un peu ce que je peux vous dire. D'accord. Alors, j'ai essayé de parler avec certains hommes, certains maris, certains hommes. Il y a des gens qui disent, il y a certains maris qui disent qu'ils parlent de l'égalité des sexes. Et ça fait un peu peur. Cela veut dire quoi, l'égalité des sexes? Quand on parle de la journée de la femme, on doit lutter pour l'égalité des sexes. Évidemment, la lutte pour l'égalité entre hommes et femmes, beaucoup de gens la comprennent très mal. Et je profite de cette opportunité, de cette occasion, pour justement aider certains hommes comme moi à bien pouvoir comprendre et cette égalité, c'est quoi. Vous ne pouvez pas aborder cette question sans pour autant poser la question de où est la femme. Et pour les anglophones, where is the woman? Ce n'est que ça, c'est aussi simple que ça. C'est un sujet académique que les hommes à avoir peur, comme quoi c'est un coup d'état de la femme envers l'homme, c'est un défi à la masculinité des hommes. Non, vous devez mettre un peu d'eau dans nos vins, nous les hommes. Ce n'est ni pas une question de coup d'état de la femme, ce n'est ni pas une question d'égalité de sexe, parce que Dieu a déjà créé, Dieu a déjà tranché. C'est la question seulement de se dire, de se regarder dans les yeux que les femmes méritent plus que ce que nous les hommes nous leur accordons dans la société. Dans le milieu professionnel, par exemple, on doit se poser la question, où est la femme? Vous allez dans une entreprise, vous trouvez que tout le monde, tous les chefs, tout le monde qui a la position de décider, ce sont les hommes. Et il y a des fois, même pour décider pour les femmes, ce sont les hommes qui décident. Vous comprenez? Où est la femme? C'est-à-dire, quand vous êtes dans un pays, vous devez avoir aussi la fierté de dire, dans notre Parlement, il siège combien de femmes proportionnellement aux hommes. Dans notre pays, nous avons combien de pilotes, nous avons combien de généraux, nous avons combien de directeurs ou bien directrices d'entreprises, sans pour autant faire un défi à la masculinité, sans pour autant que cela devienne un coup d'État. Parce qu'il y a aussi les femmes qui croient que les journées de 8 mars, quand on va commémorer la journée de la femme, quand on va poser cette question de où est la femme, c'est un coup d'État. Ça, c'est le féminisme incendiaire. Tandis qu'il y a le féminisme positif qui fait la promotion de la parité, la complémentarité. C'est un peu comme ça. Alors, comment maintenant les femmes africaines, comment ils luttent pour cette égalité-là des sexes? Qu'est-ce qu'ils font pour lutter contre? Les méthodes et les stratégies ne sont pas définies parce que la compréhension d'abord de la chose, elle est beaucoup erronée. Évidemment, les femmes, ils doivent arracher beaucoup, y compris les pouvoirs chez les hommes, mais pas menacer les hommes, leur montrer que lorsque nous devenons juges, nous allons vous jeter tous en prison. Vous savez, les hommes ont souvent la même peur
que j'essaie un peu de comparer avec la peur des Européens, des Occidentaux envers les Africains. Tellement que les Européens, les Occidentaux ont fait beaucoup d'égal, l'esclavagisme, la colonisation, l'exploitation et tout aux Africains. Ils ont maintenant peur que les jours que l'Afrique deviendra une puissance, on va régler notre compte. Les hommes aussi croient que tout ce qu'on a fait aux femmes, la maltraitance et tout. Alors, s'il arrivait qu'il y ait un coup d'État des femmes à travers le féminisme, à travers la sensibilisation, la conscientisation sur les droits de la femme, nous les hommes, nous serons dans la merde. Ce n'est pas ça. C'est la question de la complémentarité. Est-ce que cette égalité-là doit s'appliquer même au sein de la famille? Bon, au sein de la famille, c'est une autre structure. Il peut y avoir une famille religieuse, une famille coutumière, une famille moderne. Ça dépend de la société, ça dépend des uns et des autres, comment est-ce qu'ils comprennent l'institution du mariage. Il n'y a personne qui viendra imposer dans la famille de quelqu'un la parité. Sauf que les hommes, chrétiens ou pas, musulmans ou pas, et laïcs ou pas, nous devons comprendre que la femme, d'abord, elle est là pour vivre avec nous. Elle doit avoir un traitement digne de quelqu'un qui a nos vies. Oui, mais n'est-ce pas que la plupart des femmes africaines, je ne sais pas si je peux dire qu'elles ne comprennent pas ou c'est comme ça qu'il doit être les choses. Je me rappelle que vous avez écrit un article qui concernait le Brexit conjugal. Beaucoup de femmes, quand il y a un problème, lorsqu'on commence à leur expliquer leurs droits, et souvent, ça termine par la séparation. Évidemment, le Brexit conjugal, c'est un fruit d'une mauvaise compréhension de la parité. Okay. C'est le résultat d'une mauvaise compréhension du féminisme. Beaucoup demandé. Croire que c'est la fin du monde, 6 devient 9 et 9 devient 6 entre l'homme et la femme. C'est là que vient le Brexit conjugal. C'est le fruit des chocs culturels. C'est un peu ce que j'ai D'accord. dire. Okay. Certaines femmes croient qu'ils vont régler des comptes et pour la plupart, ce sont des comptes imaginaires. Est-ce qu'il y a des associations ou des organisations en Angleterre ou précisément à Manchester qui soutiennent, qui aident les femmes africaines dans leur lutte pour l'égalité des sexes? Est-ce qu'il y en a ici? Ils sont nombreuses, les organisations, sauf qu'on ne saura pas faire la pub pour citer le nom d'un l'un ou l'autre. Prenons par exemple chez les Congolais, est-ce qu'il y en a des organisations comme je n'ai pas cette information s'il y en a chez les Congolais. Pour que vous ayez ce genre d'organisation, vous devez d'abord avoir des experts. Oui. Mais tout ce que je sais, il n'y a que des spéculations. Et les phénomènes PASTA qui expliquent la parité par rapport au Mobile Wana Hezaya Yote, par exemple. Ok. Malheureusement, on arrive à notre fin de notre émission podcast. Donc, prochainement, nous allons encore réinviter Yannick Moulonda pour continuer avec les défis spécifiques auxquels les femmes africaines sont confrontées en Europe et comment la journée de la femme peut-elle aider à sensibiliser ces questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer. Nous allons transmettre à Yannick. Et puis, prochainement, le jeudi prochain, il sera avec nous sans doute pour d'autres sujets, mais si vous voulez, nous pouvons toujours revenir sur ces sujets-là. Donc, je vous dis merci, restez fidèles avec notre émission podcast Débat Bantou. À la prochaine. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier.